Dans les hauteurs du 16e arrondissement parisien, l'hôtel particulier de Philippe Delacroix se dressait comme un monument à la réussite. Ses fenêtres à meneaux donnaient sur les jardins du Trocadéro, et chaque détail architectural témoignait d'un goût raffiné acquis au fil de décennies d'accumulation de richesses. Philippe, 58 ans, dirigeait l'un des plus grands empires financiers d'Europe, un patrimoine bâti pierre par pierre depuis sa sortie de HEC il y a plus de 30 ans. Cet homme, aux tempes grisonnantes et au regard perçant, avait une particularité. Il ne faisait jamais confiance aveuglément à quiconque. Marguerite Dubois, 45 ans, travaillait comme femme de ménage dans cette demeure depuis exactement 6 mois. Veuve depuis 3 ans, elle élevait seule ses 2 enfants, Lucas, 16 ans, et Emma, 12 ans, dans un modeste appartement de Belleville. Chaque matin, elle prenait le métro ligne 2 jusqu'à Trocadéro, puis marchait d'un pas déterminé vers cette maison qui représentait, pour elle, bien plus qu'un simple emploi. C'était sa survie financière, la garantie que ses enfants ne manqueraient de rien, qu'ils pourraient continuer leurs études et avoir les mêmes chances que les autres. Son mari, ouvrier dans le bâtiment, avait laissé derrière lui plus de dettes que d'économies, et Marguerite avait dû tout reconstruire de zéro. Ce matin-là, Philippe observait Marguerite depuis son bureau situé au premier étage. Il avait installé un système de caméras discrètes dans toute la maison, officiellement pour la sécurité, mais en réalité pour surveiller le personnel. Il l'avait vue arriver à 7 heures précises, comme tous les jours, saluer discrètement le gardien et commencer son travail par la cuisine. Elle avait cette façon méthodique de procéder qui l'intriguait. D'abord les surfaces hautes, puis les plans de travail, enfin le sol, toujours dans le même ordre, avec une précision presque maniaque. Jamais elle ne prenait de pause non méritée. Jamais elle ne fouillait dans les affaires personnelles. Jamais elle ne répondait au téléphone même quand il sonnait de façon insistante. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager à continuer. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous du personnage de Marguerite? Vous inspire-t-elle confiance? Philippe avait toujours eu cette manie de tester les gens. Dans le monde des affaires, il avait appris que l'intégrité était une denrée rare, que derrière chaque sourire pouvait se cacher une intention malveillante. Ses collaborateurs, ses partenaires, même ses amis proches, tous avaient un jour été soumis à des tests subtils destinés à révéler leur vraie nature. Certains avaient échoué lamentablement, d'autres avaient passé l'épreuve avec brio. Marguerite n'avait pas encore été testée, et cela commençait à le préoccuper. Comment pouvait-il faire confiance à quelqu'un qui évoluait quotidiennement dans son espace le plus intime sans connaître ses véritables intentions? L'idée lui était venue la veille, lors d'un dîner d'affaires au Bristol. Son associé, Marcel Fontaine, lui racontait comment il avait découvert que sa précédente femme de ménage lui volait de petites sommes d'argent, quelques euros par-ci par-là, pensant que cela passerait inaperçu. Le problème, m'avait expliqué Marcel en dégustant son cognac, c'est qu'on ne peut jamais vraiment savoir qui on a en face de soi. Les gens les plus honnêtes en apparence peuvent parfois révéler des aspects très sombres. Cette conversation avait hanté Philippe toute la nuit. Et si Marguerite, malgré son air digne et ses manières irréprochables, cachait elle aussi un côté malhonnête. Le plan qu'il avait élaboré était simple mais efficace. Dans son bureau, derrière un tableau représentant une marine de boudin, se cachait un coffre-fort dernier cri, équipé d'un système de verrouillage biométrique et d'un code à 6 chiffres. Habituellement, il le fermait scrupuleusement chaque soir avant de quitter les lieux. Mais aujourd'hui, il allait le laisser entrouvert, suffisamment pour qu'on puisse apercevoir son contenu, quelques liasses de billets de 500 €, des documents importants et surtout, bien en évidence, une enveloppe contenant exactement 5 000 € en liquide, destinée au règlement d'un artisan le lendemain. Si Marguerite était honnête, elle ne toucherait à rien. Si elle ne l'était pas, elle ne pourrait résister à une telle tentation. Philippe avait également pris soin de positionner une caméra supplémentaire avec un angle parfait sur le coffre. Il pourrait ainsi observer en temps réel les réactions de Marguerite quand elle découvrirait cette opportunité inespérée. Serait-elle troublée? Tenterait-elle quelque chose? Ou bien ferait-elle semblant de ne rien avoir vu? Toutes ces questions le taraudaient alors qu'il feignait de travailler sur ses dossiers, un œil sur son écran d'ordinateur, l'autre sur le moniteur de surveillance. À 9 heures précises, Marguerite frappa délicatement à la porte du bureau. Philippe lui avait donné pour consigne de nettoyer cette pièce le mercredi matin
et elle respectait scrupuleusement cet emploi du temps. « Entrez, Marguerite », lança-t-il d'un ton qu'il voulait désinvolte tout en rassemblant ses papiers. « Je vous laisse la place. J'ai un rendez-vous à l'extérieur. Prenez tout votre temps pour bien nettoyer, surtout derrière les meubles et près des œuvres d'art. » Il avait insisté sur cette dernière phrase, espérant qu'elle comprendrait l'allusion au tableau masquant le coffre. « Bien sûr, monsieur Delacroix », répondit Marguerite de sa voix douce mais assurée. « Comme d'habitude, je ferai très attention à tous vos objets précieux. » Elle portait sa tenue habituelle, un jean propre, un pull en laine beige et des chaussures de marche confortables. Ses cheveux châtains étaient tirés en arrière en un chignon simple, et elle tenait à la main son matériel de nettoyage dans un seau en plastique bleu. Rien dans son attitude ne trahissait la moindre nervosité ou la moindre arrière-pensée. Philippe quitta la pièce en laissant ostensiblement la porte entr'ouverte, prétextant qu'il reviendrait chercher un dossier. En réalité, il se dirigea vers sa chambre située à l'étage, d'où il pourrait surveiller Marguerite grâce aux caméras sans être vu. Son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait souhaité. Après tout, que se passerait-il si elle échouait au test? Il faudrait la renvoyer, trouver quelqu'un d'autre, recommencer tout le processus de sélection et d'adaptation. Et il devait reconnaître que, malgré sa méfiance naturelle, il appréciait le travail de Marguerite. Elle était ponctuelle, efficace, discrète, et surtout, elle savait se faire oublier. Depuis son poste d'observation, Philippe regardait Marguerite commencer son travail. Elle avait posé son seau près de la porte et sorti ses différents produits d'entretien avec des gestes précis et économes. D'abord, elle épousseta délicatement tous les livres de la bibliothèque, manipulant chaque ouvrage avec un respect qui le surprit. Puis, elle s'attaqua au bureau, déplaçant soigneusement chaque objet pour nettoyer dessous avant de le remettre exactement à sa place. Philippe ne put s'empêcher d'admirer sa méticulosité. Cette femme travaillait vraiment avec conscience professionnelle. Marguerite se dirigea ensuite vers la partie de la pièce où se trouvaient les œuvres d'art. Elle prit le temps d'observer la Marine de Boudin semblant apprécier la beauté du tableau, avant de commencer à nettoyer délicatement le cadre doré avec un chiffon spécialement prévu à cet effet. Philippe retint son souffle. Le moment de vérité approchait. Quand elle déplacerait légèrement le tableau pour nettoyer derrière, elle découvrirait forcément le coffre entrouvert et son contenu alléchant. Et c'est exactement ce qui se produisit. En voulant accéder à la partie du mur située derrière l'œuvre, Marguerite déplaça délicatement le tableau vers la droite et le coffre-fort apparut dans son champ de vision. Philippe vit distinctement ses yeux s'écarquiller de surprise. Elle se figea pendant quelques secondes, visiblement déstabilisée par cette découverte inattendue. Puis, contrairement à ce que Philippe avait imaginé, elle ne regarda même pas le contenu du coffre. Au lieu de cela, elle reposa immédiatement le tableau dans sa position initiale, comme si elle n'avait rien vu. Cette réaction intrigua Philippe au plus haut point. Était-ce de la discrétion exemplaire ou une stratégie plus subtile? Marguerite continua son nettoyage comme si de rien n'était, mais il remarqua qu'elle évitait soigneusement de regarder dans la direction du tableau. Ses gestes restaient précis et méthodiques, mais quelque chose dans son attitude avait changé. Elle semblait plus concentrée, plus tendue, comme si elle luttait contre une tentation ou réfléchissait intensément à la situation. Philippe descendit discrètement au rez-de-chaussée et fit semblant de partir pour son rendez-vous fictif. Il claqua la porte d'entrée bien fort pour que Marguerite l'entende, puis ressortit par la porte de service qui donnait sur le jardin et fit le tour de la maison pour revenir s'installer dans sa voiture, garée de façon à avoir une vue sur les fenêtres du bureau. De là, il pouvait voir Marguerite continuer son travail, mais il ne pouvait plus observer ses expressions avec précision. Une demi-heure s'écoula. Marguerite n'était toujours pas ressortie du bureau, ce qui était inhabituel car elle était habituellement très rapide dans cette pièce. Philippe commençait à s'impatienter. Que faisait-elle donc? Avait-elle finalement succombé à la tentation? Était-elle en train de compter l'argent, de réfléchir à la meilleure façon de le subtiliser sans se faire prendre? Toutes sortes de scénarios se bousculaient dans son esprit. Finalement, il la vit sortir du bureau et se diriger vers la cuisine pour vider son seau et ranger son matériel. Ses gestes étaient toujours aussi méthodiques, mais Philippe crut déceler une certaine nervosité dans sa démarche. Elle ne traînait pas comme à son habitude, ne prenait pas le temps de vérifier 2 fois son travail. On aurait dit qu'elle avait hâte de terminer sa journée et de quitter les lieux. Philippe attendit qu'elle parte pour remonter vérifier l'état du coffre. Son cœur battait la chamade, tandis qu'il gravissait les marches 4 à 4.
Dans son bureau, il se dirigea immédiatement vers le tableau et le déplaça. Le coffre était toujours entrouvert, exactement comme il l'avait laissé. Les liasses de billets étaient là, les documents aussi, et l'enveloppe contenant les 5 000 € semblait n'avoir pas bougé. Pourtant, en y regardant de plus près, Philippe eut l'impression que quelque chose avait changé. L'enveloppe était-elle dans la même position? Les billets étaient-ils empilés de la même façon? Il compta rapidement l'argent. 5 000 €, pas un euro de moins. Tous les documents étaient là aussi. Marguerite n'avait apparemment rien pris. Philippe se sentit à la fois soulagé et perplexe. Soulagé parce que sa femme de ménage avait apparemment réussi le test d'honnêteté. Perplexe parce que son comportement des dernières minutes de la matinée restait inexpliqué. Pourquoi avait-elle semblé si troublée? Pourquoi avait-elle mis si longtemps à terminer le nettoyage du bureau? Il décida de visionner les enregistrements des caméras pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Les images en haute définition lui révélèrent des détails qu'il n'avait pas pu saisir depuis sa voiture. Après avoir découvert le coffre et remis le tableau en place, Marguerite avait effectivement continué son travail, mais elle jetait régulièrement des coups d'œil furtifs vers le tableau. Elle semblait lutter contre elle-même, hésiter, réfléchir intensément. À un moment, elle s'était même arrêtée de nettoyer et avait fixé le tableau pendant de longues secondes, les mains crispées sur son chiffon. Puis, vers la fin de son passage dans le bureau, quelque chose d'inattendu s'était produit. Marguerite s'était dirigée vers le secrétaire Louis XV situé près de la fenêtre, avait pris une feuille de papier à en-tête de Philippe et avait écrit quelque chose dessus. Ensuite, elle avait plié le papier et l'avait glissé discrètement sous un presse-papier en cristal posé sur le bureau. Philippe n'avait pas remarqué ce détail en inspectant la pièce. Il se précipita vers son bureau et souleva le presse-papier. La feuille était là, pliée en 4. D'une écriture soignée mais un peu tremblante, Marguerite avait écrit « Monsieur Delacroix, j'ai remarqué que votre coffre-fort est resté ouvert. Par sécurité, je me permets de vous en informer. Je n'ai bien sûr touché à rien, mais je pense qu'il serait plus prudent de le fermer. Respectueusement, Marguerite Dubois. PS. J'ai également remarqué que la serrure de la fenêtre de votre bureau n'est pas bien enclenchée. » Philippe relut le message plusieurs fois, une boule dans la gorge. Non seulement Marguerite n'avait rien volé, mais elle avait eu l'honnêteté et le courage de l'informer de la situation par écrit, prenant le risque qu'il puisse mal interpréter sa démarche. Et en plus, elle avait repéré un défaut de sécurité qu'il n'avait même pas remarqué. Il vérifia immédiatement la fenêtre. Effectivement, la serrure n'était pas correctement fermée. Ce message révélait une intégrité qui dépassait tout ce que Philippe avait imaginé. Marguerite n'était pas seulement honnête, elle était aussi protectrice envers son employeur. Elle aurait pu faire semblant de ne rien avoir vu, comme la plupart des gens l'auraient fait pour éviter les complications. Au lieu de cela, elle avait pris ses responsabilités et avait agi dans l'intérêt de Philippe, même si cela pouvait potentiellement lui causer des ennuis. Philippe se sentit envahi par un mélange de honte et d'admiration. Honte d'avoir douté de cette femme exemplaire, d'avoir organisé ce piège sordide pour tester son honnêteté. Admiration pour sa droiture, son sens des responsabilités et surtout pour le courage qu'il avait fallu pour rédiger ce message. Combien de personnes auraient eu cette présence d'esprit et cette intégrité dans une situation similaire? Il repensa à tout ce qu'il savait de Marguerite. Veuve, mère de 2 enfants, dans une situation financière précaire, elle avait pourtant résisté à une tentation qui aurait pu considérablement améliorer son quotidien. 5 000 € représentaient probablement plusieurs mois de salaire pour elle. Cette somme aurait pu lui permettre de souffler un peu, d'offrir quelque chose de spécial à ses enfants, de s'acheter des vêtements neufs ou de réparer sa vieille voiture qui tombait régulièrement en panne. Mais elle n'y avait même pas touché. Cette révélation changea complètement la perception que Philippe avait de sa femme de ménage. Il commença à la voir non plus comme une simple employée qu'il fallait surveiller, mais comme une personne digne de respect et de confiance. Il se mit à réfléchir à tout ce qu'elle faisait pour maintenir sa maison dans un état impeccable, à la délicatesse avec laquelle elle manipulait ses objets précieux, à la discrétion dont elle faisait preuve en présence de ses invités. Le lendemain matin, Philippe attendait Marguerite avec une certaine appréhension. Comment allait-il lui parler de ce test? Devait-il s'excuser, faire semblant de ne rien savoir, reconnaître sa méfiance? Quand elle sonna à la porte à cette heure précise, il alla lui ouvrir personnellement, ce qu'il ne faisait jamais d'habitude. « Bonjour Marguerite », dit-il avec un sourire qu'il espérait naturel. « J'espère que vous allez bien ?»
« Bonjour, monsieur Delacroix », répondit-elle avec sa politesse habituelle, mais Philippe crut déceler une certaine gêne dans sa voix. « Très bien, merci, et vous ?»« Très bien également. Dites-moi, j'ai trouvé votre message hier. Je vous remercie pour votre vigilance concernant le coffre et la fenêtre. C'était très professionnel de votre part. » Marguerite rougit légèrement. « J'espère que je n'ai pas mal fait en vous écrivant ce mot. Je ne savais pas comment vous prévenir autrement, et je ne voulais pas que vous pensiez que vous aviez vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir, » termina Philippe avec un sourire bienveillant. « Au contraire, j'apprécie votre honnêteté et votre sens des responsabilités. Peu de personnes auraient eu votre réflexe. » Un silence gêné s'installa entre eux. Marguerite semblait chercher ses mots, comme si elle voulait ajouter quelque chose mais n'osait pas. Philippe décida de crever l'abcès. « Marguerite, je dois vous avouer quelque chose. Ce coffre ouvert, ce n'était pas un oubli. De ma part, c'était un test. » Le visage de Marguerite se figea. Ses joues rosirent davantage et Philippe vit ses mains se crisper sur l'anse de son sac. « Un test ?» répéta-t-elle d'une voix blanche. « Oui, et je m'en excuse sincèrement. Dans mon métier, j'ai appris à être méfiant, parfois trop. Je voulais m'assurer de votre honnêteté et j'ai choisi une méthode que je regrette maintenant. Vous avez passé ce test haut la main et surtout vous m'avez fait prendre conscience de mes propres préjugés. » Marguerite baissa les yeux, visiblement blessée. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur Delacroix. J'ai toujours essayé de faire mon travail du mieux possible, de respecter votre intimité et vos biens. Apprendre que vous me testiez comme ça, je sais, et j'en suis profondément désolé. » interrompit Philippe. « Vous ne méritez pas ça. Votre comportement depuis 6 mois a été exemplaire, et pourtant j'ai douté de vous. C'était stupide et insultant de ma part. » Marguerite releva la tête, et Philippe vit des larmes briller dans ses yeux. « Vous savez, monsieur Delacroix, quand j'ai vu ce coffre ouvert avec tout cet argent dedans, j'avoue que pendant quelques secondes, j'ai pensé à mes enfants, à toutes les choses que je ne peux pas leur offrir, aux factures qui s'accumulent. Mais ensuite, j'ai pensé à la confiance que vous m'accordez en me laissant entrer chez vous, à la chance que j'ai d'avoir ce travail, et je me suis dit que jamais je ne pourrais me regarder dans une glace si je trahissais cette confiance. » Ces paroles touchèrent Philippe plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Cette femme venait de lui révéler sa vulnérabilité tout en affirmant ses principes moraux. Elle aurait pu lui en vouloir, lui reprocher ce piège sordide, voire même démissionner sur le champ. Au lieu de cela, elle lui expliquait son processus de réflexion avec une sincérité désarmante. « Marguerite, » dit-il d'une voix émue, « je veux que vous sachiez que désormais vous avez ma confiance totale. Et pour vous prouver que je regrette sincèrement mon comportement, j'aimerais vous proposer quelque chose. » Il sortit de sa poche l'enveloppe qui contenait les 5 000 €. Cette somme était destinée à payer un artisan, mais finalement le travail a été reporté. Je voudrais vous la donner comme une prime exceptionnelle pour la qualité de votre travail et votre intégrité. Marguerite écarquilla les yeux et recula d'un pas. « Oh non, monsieur Delacroix, je ne peux pas accepter. C'est beaucoup trop, et puis j'ai l'impression que ce serait comme si vous m'achetiez pour oublier ce test. »« Ce n'est pas du tout mon intention, » protesta Philippe. « Cette prime, vous l'avez méritée par votre travail et votre honnêteté, et je vous assure que cela n'a rien à voir avec ma culpabilité. » Mais Marguerite secoua fermement la tête. « Non, vraiment, je ne peux pas. Si vous voulez vraiment faire quelque chose pour moi, alors continuez simplement à me faire confiance et à me laisser faire mon travail correctement. C'est tout ce que je demande. » Philippe fut encore une fois impressionné par la dignité de cette femme. Même dans le besoin, elle refusait ce qui pouvait ressembler à une forme de charité ou de compensation. Elle préférait conserver sa fierté et son indépendance plutôt que d'accepter un argent qu'elle n'estimait pas avoir mérité. « Très bien, » dit-il finalement. « Mais sachez que si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je vous promets qu'il n'y aura plus jamais de test de ce genre. » Marguerite hocha la tête avec un petit sourire. « Merci, monsieur Delacroix. Je vais commencer mon travail maintenant, si vous permettez. » Les semaines qui suivirent cet épisode marquèrent un tournant dans la relation entre Philippe et Marguerite. Le milliardaire, habitué à maintenir une distance professionnelle avec ses employés, se surprit à porter une attention particulière à sa femme de ménage. Il remarquait maintenant des détails qui lui avaient échappé auparavant. La façon dont elle arrangeait les fleurs dans les vases pour qu'elles soient parfaitement mises en valeur. Comment elle prenait soin de ses livres anciens en les dépoussiérant page par page. Ou encore, la délicatesse avec laquelle elle manipulait ses objets d'art les plus précieux. Philippe commença également à s'intéresser à la vie personnelle de Marguerite.
sans indiscrétion mais avec une bienveillance nouvelle. Un matin, en la voyant arriver avec un léger retard, chose inhabituelle chez elle, il ne fit aucune remarque, mais lui demanda simplement si tout allait bien. Marguerite lui expliqua que sa fille Emma avait eu une forte fièvre durant la nuit et qu'elle avait dû l'accompagner chez le médecin avant de venir travailler. « Vous auriez dû m'appeler », dit Philippe avec sincérité. « Votre fille passe avant le ménage. N'hésitez jamais à me prévenir en cas d'urgence familiale. » Cette attention inattendue toucha Marguerite, qui avait l'habitude d'employeurs plus stricts sur les horaires et moins compréhensifs face aux aléas de la vie de mère célibataire. Elle remercia Philippe avec chaleur et put constater dans les jours suivants qu'il était sincère dans sa proposition. Quand Lucas, son fils aîné, eut un accident de vélo qui nécessita un passage aux urgences, elle appela Philippe pour le prévenir de son retard. Non seulement il se montra compréhensif, mais il lui demanda des nouvelles du garçon et insista pour qu'elle prenne le temps nécessaire. De son côté, Marguerite commença à voir Philippe sous un jour différent. L'homme qu'elle avait d'abord perçu comme un patron distant et potentiellement arrogant révélait une humanité qu'elle n'avait pas soupçonnée. Elle le voyait parfois travailler très tard dans son bureau, téléphoner en plusieurs langues pour ses affaires internationales, et elle comprenait mieux le stress et les responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Elle remarquait aussi qu'il vivait seul dans cette immense maison, qu'il n'avait pas de famille proche, et que ses rares invités étaient essentiellement des partenaires d'affaires. Un jour, alors qu'elle nettoyait le salon, Marguerite remarqua une photo qui traînait sur une table basse. Elle montrait Philippe, plus jeune, entouré d'une femme élégante et de 2 enfants. Elle ne put s'empêcher de regarder plus attentivement, intriguée par cette facette inconnue de la vie de son employeur. Philippe, qui descendait l'escalier à ce moment-là, surprit son regard. « C'est ma famille », dit-il simplement, sans trace de reproche dans la voix. « Ma femme Isabelle et mes enfants, Thomas et Marie. » Cette photo a été prise il y a 15 ans, peu avant qu'Isabelle ne décide qu'elle préférait la compagnie de mon associé à la mienne. Marguerite rougit, gênée d'avoir été surprise en train de regarder cette photo intime. « Je suis désolé, je ne voulais pas. »« Vous n'avez pas à vous excuser, » l'interrompit Philippe. « Je n'ai pas l'habitude de laisser traîner ces souvenirs. Les enfants vivent aux États-Unis avec leur mère et son nouveau mari. Je les vois 1 ou 2 fois par an quand leurs emplois du temps le permettent. » Il y avait une tristesse palpable dans sa voix, et Marguerite comprit mieux pourquoi cette grande maison semblait parfois si froide, malgré son luxe. Philippe était seul, isolé par sa richesse et ses responsabilités, coupé de ceux qu'il avait le plus aimés. « Vos enfants doivent vous manquer, » dit-elle avec douceur. « Énormément, » avoua Philippe. « Mais ils ont leur vie maintenant. Thomas travaille dans la finance à New York. Marie est devenue avocate à Los Angeles. Ils sont brillants et indépendants, c'est l'essentiel. » Marguerite sentit dans sa voix une fierté mêlée de mélancolie. Elle pensait à ses propres enfants, Lucas et Emma, qu'elle voyait grandir chaque jour, dont elle partageait les joies et les peines quotidiennes. Malgré leurs difficultés financières, elle réalisait qu'elle avait une richesse que Philippe avait perdue, la proximité avec ses enfants. Cette conversation marqua un nouveau cap dans leur relation. Philippe commença à livrer de petites confidences sur sa vie, ses regrets, ses préoccupations. Pas de façon pesante ou inappropriée, mais avec la simplicité de quelqu'un qui apprécie d'avoir une oreille attentive et bienveillante. Marguerite, de son côté, se surprit à partager quelques anecdotes sur ses enfants, leurs progrès à l'école, leurs petites bêtises, leurs rêves d'avenir. Ces échanges se faisaient toujours dans le respect des convenances et de la relation employeur-employé, mais ils apportaient une chaleur humaine que ni l'un ni l'autre n'avaient connue depuis longtemps. Philippe découvrait le plaisir simple d'avoir des nouvelles d'une famille, de s'inquiéter pour la santé d'un enfant qu'il ne connaissait pas, de se réjouir d'une bonne note ou d'une victoire sportive. Marguerite, elle, appréciait de pouvoir s'exprimer avec quelqu'un qui l'écoutait vraiment, qui ne la jugeait pas sur Ted Frizette, le milliardaire et sa femme de ménage, partie de sa situation sociale et qui manifestait un intérêt sincère pour ses préoccupations de mère. Un matin de novembre, Marguerite arriva plus tôt que d'habitude. Elle avait reçu un appel de l'école d'Emma lui annonçant que les cours étaient annulés à cause d'une grève et elle avait préféré commencer sa journée de travail plus tôt pour pouvoir rentrer s'occuper de sa fille. En entrant dans la cuisine, elle fut surprise de trouver Philippe déjà levé, en train de préparer son café. Il portait un peignoir en soie bordeaux et semblait fatigué. « Bonjour, monsieur Delacroix, dit-elle en posant son sac.
J'espère que ça ne vous dérange pas que je commence plus tôt aujourd'hui. Pas du tout, Marguerite. Appelez-moi Philippe, nous nous connaissons suffisamment maintenant, répondit-il avec un sourire las. J'ai passé une nuit blanche à cause d'une conférence avec mes partenaires asiatiques. Le décalage horaire est un cauchemar. Marguerite le regarda avec attention. Il avait effectivement les traits tirés et les yeux cernés de quelqu'un qui a mal dormi. Sans réfléchir, elle dit « Vous savez, mon mari souffrait aussi d'insomnie à cause du stress du travail. Je lui préparais une tisane de camomille et de tilleul qui l'aidait beaucoup. Si vous voulez, je peux vous en faire une ?» Philippe fut touché par cette proposition spontanée. Depuis combien de temps personne ne s'était-il soucié de son bien-être de façon aussi simple et désintéressée? C'est très gentil de votre part, mais je ne voudrais pas vous donner du travail supplémentaire. Ça ne me dérange pas du tout, insista Marguerite. J'ai toujours ces plantes chez moi, je peux vous apporter de quoi préparer cette tisane. Mon mari disait que c'était plus efficace que tous les somnifères. Cette attention délicate émut Philippe plus qu'il ne l'aurait cru possible. Le lendemain, Marguerite apporta effectivement un petit sachet d'herbes séchées et expliqua à Philippe comment préparer la tisane. Elle avait même écrit les instructions sur une petite carte, de son écriture soignée. « Laissez infuser 10 minutes, pas plus, sinon c'est trop amer, précisa-t-elle, et buvez-la 1 heure avant de vous coucher, pas plus. » Tard, Philippe essaya cette tisane le soir même et fut surpris de constater qu'elle l'aidait effectivement à se détendre et à mieux dormir. Le fait que Marguerite ait pensé à lui apporter ce remède de famille, qu'elle ait pris le temps de tout expliquer par écrit, le touchait profondément. C'était un geste d'attention pure, sans arrière-pensée, qui lui rappelait ce que signifiait vraiment la bienveillance humaine. Les semaines passèrent et cette complicité nouvelle continuait de se développer. Philippe commença à confier à Marguerite certaines de ses préoccupations professionnelles, non pas pour chercher des conseils qu'elle n'était pas en mesure de donner, mais simplement pour le plaisir d'exprimer ses pensées à voix haute devant quelqu'un qui l'écoutait sans jugement. Marguerite, elle, partageait ses joies et ses inquiétudes de mère. Les progrès de Lucas en mathématiques, son rêve de devenir ingénieur, les talents artistiques d'Emma qui dessinait remarquablement bien pour son âge. Un jour, Philippe proposa quelque chose d'inattendu. « Marguerite, cela vous dirait-il que vos enfants viennent visiter la maison un samedi? J'ai une bibliothèque très fournie, et si votre fils s'intéresse aux sciences, j'ai quelques livres qui pourraient lui plaire. Quant à Emma, j'ai gardé quelques beaux livres d'art que ma fille regardait quand elle était petite. » Marguerite fut surprise par cette proposition. Elle hésita un instant, se demandant si cela était approprié, puis se dit que Philippe semblait sincère dans son désir de faire plaisir à ses enfants. « C'est très gentil de votre part. Je suis sûr qu'il serait ravi, surtout Lucas qui adore lire. » Le samedi suivant, Marguerite arriva donc avec Lucas et Emma. Philippe avait préparé cette visite avec soin, sélectionnant des livres susceptibles d'intéresser chacun des enfants, et il avait même demandé à son traiteur habituel de préparer un goûter avec des pâtisseries que les jeunes appréciaient généralement. Lucas, 16. Hans était un adolescent grand et mince, avec les yeux vifs de sa mère et une curiosité naturelle pour tout ce qui l'entourait. Emma, 12 ans, était plus timide mais observatrice, et Philippe remarqua qu'elle regardait avec fascination les œuvres d'art accrochées au mur. « Alors, Lucas, » dit Philippe en le conduisant vers la bibliothèque, « ta mère m'a dit que tu voulais devenir ingénieur. Dans quel domaine? »« L'aéronautique, monsieur, » répondit le garçon avec enthousiasme. « J'aimerais travailler sur les nouvelles technologies spatiales, peut-être chez Airbus ou dans une start-up qui développe des fusées réutilisables. » Philippe fut impressionné par la précision de cette ambition. Il sortit plusieurs ouvrages de sa bibliothèque, des livres sur l'histoire de l'aviation, d'autres sur les nouvelles technologies spatiales, et même un manuel technique qu'il avait acheté des années plus tôt par curiosité. « Ces livres sont à toi, si tu veux, » dit-il à Lucas. « Je les ai lus il y a longtemps, et ils méritent d'être entre les mains de quelqu'un qui en fera bon usage. » Les yeux de Lucas s'illuminèrent. Ces ouvrages, souvent coûteux et difficiles à trouver en bibliothèque, représentaient un trésor pour un jeune passionné comme lui. « Vraiment? Je peux les garder ?»« Bien sûr, » sourit Philippe. « La connaissance doit circuler. » Pendant ce temps, Emma regardait avec émerveillement les reproductions d'œuvres célèbres que Philippe avait fait encadrer. Elle s'arrêta devant un Monet représentant des nénuphars. « Tu aimes la peinture ?» lui demanda Philippe en s'approchant. Emma hocha timidement la tête. « J'adore dessiner, mais maman dit que je ne pourrai jamais prendre de vrais cours parce que c'est trop cher. » Cette phrase serra le cœur de Philippe.
Il pensa à sa propre fille Marie qui, au même âge, avait eu accès aux meilleurs professeurs d'art, aux plus beaux musées, à tous les matériaux qu'elle souhaitait. Emma avait visiblement un don naturel. Il l'avait vue griffonner discrètement sur un carnet pendant que sa mère travaillait. Mais elle était privée des moyens de le développer à cause de contraintes financières. « Tu sais, » dit-il en s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur, « l'art, c'est d'abord une question de regard et de sensibilité. Les cours, c'est utile, mais le plus important, c'est d'observer, de s'exercer et d'aimer ce qu'on fait. » Il l'emmena dans son bureau et lui montra quelques livres d'art qu'il conservait, avec de belles reproductions et des explications sur les techniques picturales. Ces livres aussi, tu peux les emporter si tu veux. Et si tu as des questions sur ce que tu vois, n'hésite pas à me demander. Marguerite observait ces échanges avec un mélange d'émotion et de reconnaissance. Voir ses enfants traités avec tant de respect et de générosité par Philippe la touchait profondément. Elle réalisait que malgré sa fortune et son statut social, cet homme savait parler aux jeunes avec simplicité et sincérité. L'après-midi se déroula dans une atmosphère détendue et chaleureuse. Philippe fit visiter sa maison aux enfants, leur expliquant l'histoire de certains objets, leur montrant des photos de ses voyages, partageant avec eux des anecdotes sur les personnalités qu'il avait rencontrées. Lucas et Emma l'écoutaient avec fascination, posant des questions intelligentes auxquelles Philippe répondait avec plaisir. Au moment du goûter, dans la grande salle à manger habituellement si solennelle, régnait une ambiance familiale que cette pièce n'avait pas connue depuis des années. Philippe se surprit à rire aux éclats devant les plaisanteries de Lucas et les observations naïves mais justes d'Emma. Marguerite, elle, voyait ses enfants s'épanouir dans ce cadre inhabituel, gagnant en assurance au contact de cet homme qui les écoutait vraiment. « Monsieur Philippe » dit soudain Emma avec son franc-parler d'enfant. « Pourquoi vous vivez tout seul dans cette grande maison? Ça doit être triste. » Un silence gêné s'installa. Marguerite rougit et s'apprêtait à reprendre sa fille. Mais Philippe leva la main pour l'en empêcher. « Tu as raison, Emma, dit-il avec un sourire mélancolique. C'est effectivement parfois un peu triste, mais aujourd'hui, grâce à toi, à ton frère et à ta maman, cette maison me semble beaucoup moins vide. » Cette réponse, d'une sincérité touchante, émut toute la famille. Lucas, malgré son âge d'adolescent qui le poussait parfois à la réserve, dit spontanément « Si vous voulez, on peut revenir vous voir. Maman nous a appris qu'il ne faut jamais laisser les gens seuls quand ils sont tristes. » Philippe sentit sa gorge se serrer. Ses enfants, élevés dans la modestie mais avec de vraies valeurs humaines, lui offraient spontanément leur amitié et leur présence. Quand avait-il reçu pour la dernière fois une invitation aussi pure et désintéressée? « J'en serais très heureux, » répondit-il sincèrement. « Et peut-être que Lucas pourrait venir consulter ma bibliothèque quand il prépare ses exposés pour le lycée. J'ai beaucoup de livres qui pourraient l'aider. Et moi, je pourrais vous montrer mes dessins ?» demanda Emma avec espoir. « Bien sûr, j'aimerais beaucoup les voir. » Sur le chemin du retour, dans le métro, Marguerite observait ses enfants. Ils sont visiblement heureux de cet après-midi. Lucas feuilletait déjà un des livres que Philippe lui avait donné. Emma serrait contre elle ses nouveaux trésors artistiques. Mais plus que ses cadeaux matériels, c'était l'attention et le respect que Philippe leur avait témoigné qui les avait marqués. « Maman, » dit Lucas, « Monsieur Philippe n'est pas du tout comme je l'imaginais. Je pensais qu'il serait hautain et méprisant, mais il est vraiment gentil. Et il s'y connaît en plein de choses. Et il nous a écoutés comme si on était important, » ajouta Emma. « Pas comme certains adultes qui font semblant. » Marguerite sourit. Ses enfants avaient aperçu l'authenticité de Philippe, sa capacité à voir au-delà des apparences sociales pour s'intéresser vraiment aux personnes. Cette qualité, elle l'avait elle-même découverte progressivement, et elle était heureuse que ses enfants puissent en bénéficier aussi. Les semaines qui suivirent cette première visite marquèrent une évolution significative dans la relation entre Philippe et la famille Dubois. Lucas vint effectivement plusieurs fois pour consulter la bibliothèque, toujours accompagné de sa mère, qui ne voulait pas qu'il dérange Philippe. Mais celui-ci insistait pour que le jeune homme reste prendre le thé et discuter de ses lectures. Ces conversations passionnaient Philippe. Lucas avait une soif d'apprendre remarquable et une capacité d'analyse qui impressionnait l'homme d'affaires. Le garçon posait des questions pertinentes, établissait des liens entre différents domaines de connaissances, et Philippe retrouvait dans ces échanges une stimulation intellectuelle qu'il n'avait plus connue depuis longtemps dans ses relations personnelles. « Tu sais, Lucas, lui dit-il un jour, si tu continues sur cette voie,
Tu devrais envisager d'intégrer une grande école d'ingénieurs. As-tu pensé à Polytechnique ou aux mines? Le visage du jeune homme s'assombrit légèrement. J'aimerais bien, mais les classes préparatoires, c'est très cher. Et même si j'y arrivais, je ne sais pas si maman pourrait supporter financièrement que je ne travaille pas pendant mes études. Cette réponse touche à Philippe en plein cœur. Voilà un garçon brillant, motivé, avec toutes les qualités pour réussir, mais qui risquait de voir ses ambitions limitées par des contraintes financières. Il pensa à son propre fils Thomas, qui avait eu accès aux meilleures écoles sans jamais s'en soucier du coût, qui avait même gaspillé certaines opportunités par manque de motivation. « Les classes préparatoires dans le public sont gratuites, dit-il à Lucas, et il existe des bourses, des aides. Il ne faut pas que l'argent soit un obstacle à tes études. »« Peut-être, » répondit Lucas sans conviction, « mais en attendant, il faut que je puisse aider maman. Je pensais travailler l'été prochain pour mettre de l'argent de côté. » Philippe réfléchit intensément. Il avait envie d'aider ce garçon, mais il savait qu'il fallait procéder avec délicatesse pour ne pas froisser la fierté de Marguerite. Il connaissait maintenant suffisamment cette femme pour savoir qu'elle n'accepterait jamais une aide qui ressemblerait à de la charité. De son côté, Emma venait également de temps en temps, toujours avec sa mère, pour montrer ses dessins à Philippe. Les progrès de la fillette étaient spectaculaires. Nourrie par les beaux livres d'art que Philippe lui avait donnés, inspirée par les reproductions qu'elle pouvait observer dans la maison, elle développait un style personnel et une sensibilité artistique remarquables. « Emma a vraiment un don », dit un jour Philippe à Marguerite. « Ses compositions sont équilibrées, ses couleurs harmonieuses. Elle voit vraiment. » Marguerite observait les dessins de sa fille avec fierté, mais aussi avec une pointe de tristesse. « Je sais qu'elle est douée, mais je ne peux pas lui offrir les cours qu'elle mériterait. Parfois, je me dis que c'est injuste. L'injustice, c'est que certains enfants moins doués aient accès à tout, alors que d'autres, comme Emma et Lucas, doivent se contenter de leurs seules ressources naturelles, » répondit Philippe avec une pointe d'amertume dans la voix. Cette conversation donna une idée à Philippe. Quelques jours plus tard, il proposa à Marguerite quelque chose d'inattendu. « J'ai repensé à ce que vous m'avez dit sur les études de vos enfants. J'aimerais vous faire une proposition, mais je vous demande de m'écouter jusqu'au bout avant de refuser. » Marguerite le regarda avec méfiance, craignant qu'il ne veuille lui proposer de l'argent qu'elle ne pourrait accepter. « Voilà, » continua Philippe. « Ma société finance chaque année plusieurs bourses d'études pour des jeunes méritants. C'est un programme officiel avec un comité de sélection des critères précis. Lucas pourrait tout à fait postuler pour une bourse qui couvrirait ses frais de classe préparatoire et d'école d'ingénieur. »« Philippe, » commença Marguerite, mais il l'interrompit. « Attendez, laissez-moi finir. Pour Emma, c'est différent. Une de mes amies, Claire Moreau, est professeure aux Beaux-Arts. Elle donne parfois des cours particuliers à des enfants doués. Si Emma était intéressée, Claire pourrait l'évaluer et, si elle confirme son potentiel, lui donner quelques cours. Ce ne serait pas de la charité, ce serait de l'investissement dans l'avenir. » Marguerite resta silencieuse un long moment, visiblement partagée entre l'envie d'accepter pour ses enfants et la crainte de se retrouver en position de débitrice. Philippe comprit son dilemme. « Marguerite, regardez-moi, » dit-il doucement. « Vos enfants sont exceptionnels. Lucas a l'intelligence et la détermination pour devenir un brillant ingénieur. Emma a une sensibilité artistique rare. Ces qualités, elles les ont en elle. Je ne fais que leur offrir la possibilité de les développer. C'est exactement ce que fait ma fondation pour des dizaines de jeunes chaque année. »« Mais pourquoi nous? Pourquoi tant d'attention ?» demanda Marguerite, les larmes aux yeux. Philippe hésita avant de répondre. Comment expliquer que cette famille lui avait apporté quelque chose qu'il croyait avoir perdu à jamais, que grâce à eux, sa maison résonnait à nouveau de rires et de conversations animées, que Lucas lui rappelait l'enthousiasme qu'il avait lui-même eu à cet âge pour apprendre et découvrir, qu'Emma lui redonnait foi en la beauté et l'innocence, que Marguerite lui avait redonné confiance en la bonté humaine, parce que vous m'avez beaucoup apporté tous les trois, dit-il finalement, plus que vous ne l'imaginez. Et parce que je crois qu'aider des jeunes talentueux, c'est la meilleure façon d'investir dans l'avenir. » Marguerite essuya une larme qui coulait sur sa joue. « Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement généreux de votre part. Dites-moi juste que vous acceptez. Pour eux. » Après un long silence, Marguerite hocha la tête. « D'accord, mais à une condition. Si un jour je peux vous rendre l'appareil d'une façon ou d'une autre, vous me le permettrez. » Philippe sourit. Marché conclu. Les mois suivants furent riches en événements. Lucas postula pour la bourse d'études de la Fondation Delacroix
et fut sélectionnée après un entretien brillant devant le comité. Emma commença ses cours avec Claire Moreau, qui confirma immédiatement le diagnostic de Philippe. Cet enfant avait un don exceptionnel qu'il fallait absolument cultiver. Parallèlement, la relation entre Philippe et Marguerite continuait d'évoluer. Ils partageaient maintenant bien plus que les politesses d'usage entre employeurs et employés. Philippe avait pris l'habitude de prendre son petit déjeuner dans la cuisine quand Marguerite arrivait, et ils discutaient des actualités, des progrès des enfants, parfois de sujets plus personnels. Un matin, Marguerite trouva Philippe particulièrement sombre. Il venait de recevoir des nouvelles de ses propres enfants. Thomas avait des problèmes dans son travail à New York, et Marie traversait une période difficile dans sa vie sentimentale. Tous deux étaient trop occupés ou trop fiers pour demander conseil à leur père, et Philippe se sentait impuissant face à leurs difficultés. « Vous savez, » dit Marguerite en préparant son café avec plus d'attention que d'habitude, « parfois, les enfants ont besoin de sentir qu'on a besoin d'eux pour accepter de se confier. Peut-être que si vous leur demandiez leur avis sur vos affaires, ils se sentiraient les plus à l'aise pour vous parler des leurs. » Cette suggestion, d'une simplicité désarmante, frappa Philippe par sa justesse. Il avait toujours voulu protéger ses enfants de ses préoccupations professionnelles, pensant bien faire. Mais peut-être avait-il créé, sans le vouloir, une distance qui les empêchait maintenant de communiquer librement. « Vous avez peut-être raison, » dit-il pensivement. « Je vais essayer. » Effectivement, quand Philippe appela Thomas le soir même pour lui demander son avis sur un dossier financier complexe, la conversation prit une tournure différente. Se sentant valorisé par cette demande de conseil, Thomas se détendit et finit par évoquer spontanément ses propres difficultés. Pour la première fois depuis des années, père et fils eurent une vraie conversation, d'égal à égal. « Comment avez-vous su ?» demanda Philippe à Marguerite le lendemain matin. « L'instinct maternel, sourit-elle. Et puis, j'observe mes propres enfants. Lucas a besoin de se sentir respecté comme un adulte pour accepter de montrer ses fragilités d'adolescent. Emma a besoin qu'on reconnaisse ses talents pour avoir confiance en elle. Chaque enfant a sa façon de réclamer l'attention et l'amour de ses parents. » Philippe fut encore une fois impressionné par la sagesse naturelle de cette femme. Marguerite n'avait pas fait d'études supérieures, n'avait jamais lu de livres de psychologie, mais elle possédait une compréhension intuitive des relations humaines qui dépassait tout ce qu'il avait pu apprendre dans les séminaires de management ou les cours de négociation. L'hiver céda la place. Au printemps, et avec lui vinrent des changements importants dans la vie de chacun. Lucas avait brillamment réussi son baccalauréat et se préparait à intégrer une classe préparatoire prestigieuse grâce à la bourse obtenue. Emma progressait à pas de géant dans ses cours d'art et envisageait même de participer à un concours de jeunes talents organisé par la ville de Paris. Marguerite rayonnait de voir ses enfants s'épanouir ainsi, et Philippe partageait sincèrement cette joie familiale. Un matin, d'avril, alors que Marguerite s'affairait dans le bureau de Philippe, elle remarqua qu'il semblait préoccupé. Plusieurs journaux financiers étaient étalés sur son bureau. Tous titraient sur une affaire de corruption qui éclaboussait le secteur bancaire français. Philippe était au téléphone depuis l'aube avec ses avocats et ses conseillers. « Des problèmes ?» demanda discrètement Marguerite quand il raccrocha enfin. Philippe soupira profondément. « Un de mes principaux partenaires est impliqué dans cette affaire. Pas directement, mais suffisamment pour que ma société soit éclaboussée par ricochet. La presse commence à fouiller, la bourse réagit mal et certains clients s'inquiètent. » Marguerite connaissait suffisamment Philippe maintenant pour comprendre que cette situation le préoccupait au plus haut point, pas seulement pour les aspects financiers, mais surtout parce qu'il avait toujours eu à cœur de maintenir une réputation irréprochable dans ses affaires. « Vous n'avez rien à vous reprocher, » dit-elle avec conviction. « Ceux qui vous connaissent vraiment le savent. Le problème, c'est que dans le monde des affaires, l'apparence compte parfois plus que la réalité, » répondit Philippe amèrement. Il suffit d'un soupçon pour que tout s'effondre. Les jours suivants confirmèrent les craintes de Philippe. Plusieurs articles de presse établissaient des liens entre sa société et celle de son partenaire compromis. Bien qu'aucune accusation directe ne soit portée contre lui, l'atmosphère générale était au soupçon et à la méfiance. Philippe voyait certains de ses clients les plus fidèles prendre leur distance, des projets importants être suspendus, des négociations s'enliser. Ce qui l'affectait le plus, c'était de voir ses collaborateurs les plus proches commencer à douter. Des hommes et des femmes qui travaillaient avec lui depuis des années, qui connaissaient son intégrité,
semblait maintenant se demander s'il n'avait pas été trompé sur sa vraie nature. Cette défiance de ceux qu'il considérait comme sa famille professionnelle le blessait profondément. Marguerite observait Philippe dépérir de jour en jour. L'homme confiant et serein qu'elle avait appris à connaître laissait place à quelqu'un de tendu, parfois irritable, qui dormait mal et mangeait peu. Elle s'inquiétait sincèrement pour sa santé, mais elle ne savait pas comment l'aider face à une crise qui dépassait largement ses compétences. Un soir, en quittant son travail, elle trouva Philippe effondré dans son fauteuil du salon, la tête entre les mains. Il venait d'apprendre que son plus gros client, une multinationale avec laquelle il travaillait depuis 15 ans, avait décidé de suspendre leur collaboration le temps que la situation se clarifie. « Philippe, dit-elle doucement en s'approchant, ça va aller. Cette tempête finira par passer. » Il releva la tête vers elle, et Marguerite fut frappée par l'épuisement qu'elle lut dans ses yeux. « Et si ça ne passait pas? Si j'avais construit toute ma vie sur des bases fragiles? Si j'avais fait confiance aux mauvaises personnes? Vous avez construit votre vie sur votre travail, votre honnêteté et votre détermination, répondit Marguerite avec fermeté. Personne ne peut vous enlever ça. Les gens finiront par comprendre qui vous êtes vraiment. Philippe la regarda longuement. Dans ce moment de doute profond, cette femme lui offrait une confiance absolue, sans condition, sans arrière-pensée. Elle, qui n'avait rien à gagner à le défendre, qui pourrait même avoir intérêt à prendre ses distances pour préserver sa propre réputation, choisissait de rester à ses côtés et de croire en lui. « Marguerite, dit-il d'une voix émue, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous ces derniers mois. Vous et vos enfants, vous m'avez redonné foi en l'humanité. Et vous nous avez redonné espoir en l'avenir, répondit-elle simplement. Ce moment d'intimité émotionnelle marqua un tournant dans leur relation. Philippe réalisa que Marguerite était devenue bien plus qu'une employée pour lui. C'était une amie, une confidente, quelqu'un sur qui il pouvait compter dans les moments difficiles. Et de son côté, Marguerite comprenait que Philippe n'était plus seulement son employeur, mais quelqu'un qu'elle respectait profondément et pour qui elle éprouvait une affection sincère. La crise financière et médiatique se prolongea encore plusieurs semaines. Philippe dut faire face à des contrôles fiscaux poussés, à des audits de ses principaux dossiers, à des interrogatoires répétés de la part des autorités financières. Chaque jour apportait son lot de nouveaux stress et de nouvelles inquiétudes, mais au milieu de cette tourmente, il y avait un havre de paix, les moments passés avec la famille Dubois. Lucas venait toujours consulter la bibliothèque et ses conversations passionnées sur l'avenir de la technologie permettaient à Philippe d'oublier temporairement ses problèmes. Emma lui montrait ses nouveaux dessins, de plus en plus aboutis, et son enthousiasme innocent redonnait des couleurs à ses journées mornes. Marguerite, elle, était devenue son roc, la personne qui le rassurait quand le doute l'envahissait, qui l'encourageait à tenir bon quand tout semblait s'effondrer. Un jour, alors que Philippe venait d'apprendre qu'une enquête judiciaire était officiellement ouverte pour examiner ses liens avec son partenaire compromis, Marguerite prit une décision qui le bouleversa. En fin de journée, au lieu de partir comme d'habitude, elle s'installa dans la cuisine et commença à préparer un repas. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Philippe, surpris. « Vous ne mangez plus correctement depuis des semaines » répondit-elle simplement. « Et ce soir, vous n'allez pas rester seul à ruminer vos inquiétudes. J'ai appelé les enfants. Ils vont nous rejoindre pour dîner. » Philippe fut touché aux larmes par cette attention. Marguerite n'était pas payée pour s'occuper de lui de cette façon. Elle n'avait aucune obligation de passer sa soirée à le soutenir moralement. Mais elle le faisait spontanément, par pure générosité, parce qu'elle ne supportait pas de le voir souffrir seul. Le dîner qui suivit fut un moment de grâce au milieu de la tempête. Lucas raconta ses projets pour ses futures études. Emma dessina des caricatures amusantes des personnages politiques qu'elle voyait à la télévision. Et Marguerite maintint une conversation légère qui permit à Philippe de décompresser pour la première fois depuis des semaines. « Vous savez, dit Lucas à Philippe vers la fin du repas, au lycée, tout le monde parle de votre affaire. Mes profs d'économie disent que Turlar, le milliardaire, est sa femme de ménage. » Partie 3, c'est un exemple parfait de la façon dont les médias peuvent détruire une réputation sans preuve. Ils utilisent votre cas pour expliquer les mécanismes de manipulation de l'opinion publique. Cette remarque surprit Philippe. « Vraiment? Et qu'en pensent tes camarades? » « La plupart trouvent ça injuste, répondit Lucas avec conviction. « Surtout ceux qui vous connaissent un peu grâce à moi. Je leur ai raconté comment vous m'aidez pour mes études, comment vous nous recevez à la maison. Ils disent qu'un homme malhonnête ne perdrait pas son temps avec des gamins comme nous. » Ces paroles
réchauffèrent le cœur de Philippe. Savoir que des jeunes gens qu'il ne connaissait même pas prenaient en sa défense spontanément lui redonnait espoir en la nature humaine. Et puis, ajouta Emma avec sa logique d'enfant, « Si vous étiez méchant, maman ne travaillerait pas pour vous. Elle a un radar pour les gens pas bien, maman. » Marguerite rougit en entendant sa fille, mais Philippe sourit pour la première fois depuis des jours. « Ta maman a effectivement un excellent jugement, » dit-il à Emma. Ce dîner improvisé marqua le début d'une nouvelle tradition. Chaque vendredi soir, quand la semaine avait été particulièrement difficile, Marguerite s'attardait pour préparer un repas et les enfants venaient à la rejoindre. Ces moments de convivialité aidaient Philippe à relativiser ses problèmes et lui donnaient la force de continuer à se battre. L'enquête judiciaire suivait son cours depuis maintenant 3 mois quand un événement inattendu vint changer la donne. Philippe reçut un appel de son avocat, Maître Bernstein, qui semblait inhabituellement excité. « Philippe, j'ai une excellente nouvelle. Les enquêteurs ont trouvé dans les archives de votre partenaire un document qui vous innocente complètement. Non seulement vous n'étiez au courant de rien, mais il semble même que vous ayez refusé de participer à certaines opérations douteuses qu'il vous proposait. » Philippe sentit un poids énorme s'enlever de ses épaules. « Vous en êtes sûr ? » ?»« Certain. Il y a même des emails où vous exprimez clairement vos réticences face à certaines pratiques. Votre réputation d'intégrité ressort renforcée de cette affaire. Je pense que d'ici quelques jours, vous serez officiellement blanchi. » Cette nouvelle se répandit rapidement dans les milieux financiers. Les journaux qui savaient contribuer à ternir sa réputation firent machine arrière et publièrent des articles laudateurs sur l'homme d'affaires intègre qui avait su résister aux tentations. Les clients qui avaient pris leur distance revinrent rapidement, parfois même avec des excuses embarrassées. Quand Marguerite arriva au travail le lendemain matin, elle trouva Philippe dans un état d'euphorie qu'elle ne lui avait jamais vu. Il lui raconta immédiatement la bonne nouvelle et elle partagea sincèrement sa joie. « Je n'ai jamais douté, dit-elle simplement. Je vous connais. » Ces 3 mots touchèrent Philippe plus profondément que tous les articles de journaux et tous les coups de téléphone de félicitations qu'il avait reçus. « Je vous connais. » C'était exactement cela. Marguerite l'avait vu dans ses moments de faiblesse. Elle avait été témoin de ses doutes et de ses peurs, mais elle avait gardé une confiance inébranlable en sa valeur humaine. « Vous savez quoi ?» dit-il impulsivement. « Ce soir, nous fêtons ça. J'invite toute la famille au restaurant, le meilleur de Paris. » Marguerite hésita. « Philippe, c'est très gentil, mais nous ne sommes pas habitués aux grands restaurants. »« Justement, il est temps de changer vos habitudes. Vous avez été à mes côtés dans les moments difficiles. Il est normal que vous partagiez les moments de joie. » Le soir même, Philippe emmena Marguerite, Lucas et Emma dans l'un des restaurants les plus prestigieux de Paris. Voir les yeux émerveillés des enfants devant ce cadre somptueux, observer Marguerite découvrir des mets raffinés qu'elle n'avait jamais goûtés, partager avec eux cette soirée exceptionnelle, tout cela procurait à Philippe un bonheur simple mais intense. « C'est le plus beau restaurant où je sois jamais allé, » murmura Emma en regardant autour d'elle avec des yeux ronds. « Et ce n'est que le début, » dit Philippe avec un sourire mystérieux. En effet, la réhabilitation de Philippe eut des conséquences inattendues. Sa résistance face à la corruption, révélée au grand jour par l'enquête, lui valut une reconnaissance nouvelle dans le milieu des affaires. Des partenaires prestigieux qui ne l'avaient jamais considéré auparavant vinrent le solliciter. Des gouvernements étrangers lui proposèrent de grands projets, attirés par sa réputation d'intégrité. En quelques mois, ses affaires prospérèrent comme jamais. Cette réussite nouvelle permit à Philippe de concrétiser un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps. La création d'une fondation destinée à aider les jeunes talents issus de milieux modestes. Lucas et Emma furent naturellement parmi les premiers bénéficiaires, mais Philippe voulait élargir son action à des centaines d'autres enfants. « Je veux créer une école », expliqua-t-il à Marguerite. « Un lieu où des jeunes comme Lucas et Emma pourraient développer leurs talents sans que l'argent soit un obstacle. Une école qui accueillerait à la fois des futurs ingénieurs et des futurs artistes, où l'excellence académique côtoierait la créativité artistique. » Ce projet passionnait Marguerite, qui y voyait la possibilité d'offrir à d'autres familles ce que Philippe avait offert à la sienne. Elle se mit à l'aider dans ses recherches, ses démarches administratives, l'organisation de la future école. Sans formation spécialisée, elle compensait par son bon sens, son énergie et sa connaissance des besoins réels des familles modestes. Philippe
fut frappé par la pertinence de ses suggestions. Quand il proposait des critères de sélection trop académiques, Marguerite lui rappelait que certains enfants talentueux pouvaient être bridés par un contexte familial difficile. Quand il envisageait des équipements coûteux, elle lui signalait que les familles auraient d'abord besoin d'aide pour les frais de transport ou de restauration. « Vous devriez diriger cette école », dit-il un jour spontanément. Marguerite éclata de rire. « Moi ? Mais je n'ai aucune compétence. Vous avez la compétence la plus importante. Vous comprenez ces enfants et ces familles parce que vous en venez. Vous savez ce dont ils ont vraiment besoin. » Cette idée, lancée à la légère, commença à faire son chemin dans l'esprit de Philippe. Plus il y réfléchissait, plus il se convainquait que Marguerite serait la personne idéale pour diriger un établissement destiné aux jeunes de milieux populaires. Elle avait l'expérience du terrain, la sensibilité nécessaire et surtout cette capacité naturelle à créer de la confiance et de la bienveillance. Mais il savait aussi que cette proposition bouleverserait complètement la vie de Marguerite. Passer du statut de femme de ménage à celui de directrice d'école représentait un changement radical qui pouvait l'effrayer. Il décida d'aborder le sujet progressivement. D'abord, il proposa à Marguerite de l'accompagner dans ses rendez-vous avec les architectes et les pédagogues qui travaillaient sur le projet d'école. Puis il lui demanda son avis sur le recrutement des futurs enseignants. Enfin, il l'impliqua dans la rédaction du projet pédagogique. À chaque étape, Marguerite se révélait non seulement compétente, mais aussi visionnaire. Elle proposait des innovations que les spécialistes n'avaient pas envisagées. Des ateliers parents-enfants pour impliquer les familles, des systèmes de parrainage entre élèves de différents niveaux, des partenariats avec des entreprises locales pour offrir des stages aux jeunes. Un jour, lors d'une réunion avec les futurs professeurs de l'école, l'un d'eux demanda « Et qui dirigera cet établissement ?» Philippe regarda Marguerite et dit « Quelqu'un qui comprend parfaitement les enjeux, parce qu'elle les a vécus, Marguerite Dubois. » Le silence qui suivit fut pesant. Marguerite blêmit. Les professeurs échangèrent des regards surpris. Philippe comprit qu'il venait de créer un malentendu. « Je pense que Philippe plaisante, » balbutia Marguerite. « Je ne suis qu'une femme de ménage. Je n'ai pas les qualifications pour... » « Vous avez des qualifications que les diplômes ne donnent pas, » l'interrompit Philippe. « Et si les diplômes vous manquent, nous vous aiderons à les obtenir. L'important, c'est la vision et l'engagement. Et ça, vous l'avez. » Cette proposition fit l'effet d'une bombe dans la vie de Marguerite. Rentrée chez elle ce soir-là, elle ne savait plus quoi penser. L'idée de diriger une école la terrifiait et l'exaltait à la fois. Elle en parla à ses enfants, qui l'encouragèrent vivement. « Maman, dit Lucas, tu as déjà dirigé notre famille toute seule après la mort de papa. Tu nous as élevés, tu nous as fait croire en nos rêves. Diriger une école, c'est juste faire ça à plus grande échelle. Et puis, ajouta Emma, Monsieur Philippe ne te proposerait pas quelque chose qu'il pense que tu ne peux pas faire. Il te connaît bien maintenant. » Ces arguments firent mouche. Marguerite réalisa que ses enfants avaient raison. Elle avait déjà fait preuve de leadership dans sa propre famille. Elle avait su prendre des décisions difficiles, motiver ses enfants, les aider à surmonter les obstacles. Ses compétences étaient-elles si différentes de celles nécessaires pour diriger une école? Le lendemain, elle accepta la proposition de Philippe, à condition de pouvoir suivre une formation accélérée en gestion d'établissements scolaires et en pédagogie. Philippe accepta immédiatement et organisa pour elle un programme intensif avec les meilleurs spécialistes. Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Pendant que Marguerite se formait et préparait l'ouverture de l'école, Philippe finalisait les derniers détails du projet. Il avait choisi un magnifique bâtiment du 19e siècle dans le 20e arrondissement qu'il fit rénover entièrement en respectant son architecture d'origine tout en l'équipant des technologies les plus modernes. L'école Marguerite Dubois, Philippe avait insisté pour lui donner ce nom malgré les protestations de l'intéressé, ouvrit ses portes en septembre avec sa première promotion de 50 élèves, âgés de 10 à 18 ans, sélectionnés autant sur leur talent que sur leur motivation. Le jour de l'inauguration, Philippe observait Marguerite accueillir les familles avec une émotion intense. Cette femme qu'il avait testée de façon si mesquine 2 ans plus tôt était devenue une éducatrice respectée, une directrice charismatique, une personnalité reconnue dans le monde de l'enseignement. Mais surtout, elle était restée la même, humble, généreuse, attentive aux autres. « Vous êtes fière d'elle ?» demanda Claire Moreau, le professeur d'art qui avait formé Emma
et qui enseignait maintenant dans l'école. Immensément, répondit Philippe, mais pas surpris. J'ai toujours su qu'elle était exceptionnelle. L'école Marguerite Dubois connut très rapidement un succès qui dépassa toutes les espérances. Les résultats scolaires des élèves étaient excellents, mais plus encore, l'atmosphère qui régnait dans l'établissement était unique. Marguerite avait réussi à créer un environnement où chaque enfant se sentait valorisé, où l'excellence était encouragée sans que la compétition devienne destructrice. Philippe venait régulièrement visiter l'école, officiellement en tant que président de la fondation qui la finançait, mais en réalité parce qu'il éprouvait un plaisir immense à voir Marguerite dans son élément. Elle avait développé une autorité naturelle qui impressionnait tous ceux qui la rencontraient. Les parents lui faisaient confiance aveuglément, les professeurs respectaient ses décisions, et les élèves l'adoraient. Lucas, maintenant en première année d'école d'ingénieur, venait souvent donner des conférences aux plus jeunes pour leur parler de son parcours. Emma, qui était devenue l'une des élèves les plus brillantes de sa section artistique, servait d'exemple à d'autres enfants talentueux qui n'osaient pas croire en leurs capacités. Un soir de décembre, après une journée particulièrement chargée à l'école, Marguerite retrouva Philippe dans son bureau. Il était resté tard pour terminer des dossiers urgents et elle venait le voir avant de partir comme elle en avait pris l'habitude. « Fatiguée ?» demanda-t-il en levant les yeux de ses papiers. « Épuisée, mais heureuse », sourit Marguerite en s'installant dans le fauteuil en face de lui. « Savez-vous que 3 de nos élèves de première année ont été remarqués par des recruteurs de grandes écoles et que le petit Paul, celui qui ne parlait jamais quand il est arrivé, a présenté aujourd'hui un exposé brillant devant toute sa classe ?» Philippe adorait ces moments où Marguerite lui racontait les succès de ses enfants. Elle parlait de chaque élève avec la fierté et l'attention d'une mère, connaissait leurs difficultés particulières, leurs progrès, leurs rêves. « Vous savez, dit-il soudain, il y a quelque chose que je veux vous dire depuis longtemps. » Marguerite le regarda avec attention, intriguée par son ton sérieux. « Ces 2 années passées avec vous et vos enfants ont été les plus heureuses de ma vie depuis très longtemps. Vous m'avez redonné le goût des relations humaines authentiques. Vous m'avez montré ce que signifiait vraiment la générosité. »« Philippe, » commença Marguerite, mais il leva la main pour l'arrêter. « Laissez-moi finir. Quand j'ai organisé ce test stupide avec le coffre-fort, je cherchais à savoir si vous étiez honnête. Mais finalement, c'est vous qui m'avez testé, sans le savoir. Vous avez testé ma capacité à faire confiance, à ouvrir mon cœur, à devenir meilleur. » Marguerite sentit ses yeux se remplir de larmes. « Vous n'avez pas besoin de devenir meilleur, Philippe. Vous l'avez toujours été. Il fallait juste que vous vous en rendiez compte. »« Marguerite, » dit Philippe en se levant pour s'approcher d'elle, « je ne sais plus très bien quelle est ma relation avec vous. Vous n'êtes plus mon employé depuis longtemps. Vous n'êtes pas non plus seulement une amie. Vous êtes la famille que j'avais perdue. » Ces mots touchèrent Marguerite en plein cœur. Elle aussi avait senti évoluer leur rapport sans oser se l'avouer complètement. Philippe était devenu bien plus qu'un patron, ou même qu'un ami. Il était celui qui avait cru en ses enfants, qui l'avait aidé à révéler ses propres capacités, qui était devenu une présence rassurante et précieuse dans sa vie. « Pour moi aussi, » murmura-t-elle, « vous êtes devenu comme un membre de la famille. Lucas et Emma vous considèrent comme... » « Comme quoi ?» demanda Philippe avec douceur. Marguerite hésita puis sourit. « Comme le grand-père bienveillant qu'ils n'ont jamais eu. » Philippe éclata de rire. « Grand-père, j'ai 58 ans. »« Marguerite, pas 70. Vous savez bien ce que je veux dire, dit-elle en riant aussi. Une figure paternelle, protectrice, qui les guide et les encourage. » Philippe redevint sérieux. « Et vous, Marguerite, comment me voyez-vous » Cette question directe embarrassa Marguerite. Comment expliquer les sentiments complexes qu'elle éprouvait pour cet homme qui avait bouleversé sa vie? Respect, gratitude, affection, admiration, et peut-être autre chose qu'elle n'osait pas nommer. « Je vous vois comme quelqu'un d'exceptionnel, » dit-elle finalement. « Quelqu'un qui a changé notre vie, qui nous a donné des opportunités inespérées, mais surtout quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue. » Philippe s'approcha encore et prit doucement les mains de Marguerite dans les siennes. « Marguerite, j'ai une proposition à vous faire, et cette fois c'est la plus importante de ma vie. » Le cœur de Marguerite se mit à battre plus vite. Elle pressentait que ce qu'allait dire Philippe allait encore changer sa vie. « Je voudrais que vous acceptiez de m'épouser. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Marguerite regardait Philippe avec des yeux écarquillés, cherchant à comprendre si elle avait bien entendu. « M'épouser » répéta-t-elle dans un souffle. «
Je sais que c'est inattendu, continua Philippe rapidement. Je sais que nos milieux sont différents, que l'âge aussi pose question, que les gens vont jaser. Mais je sais aussi que nous nous complétons parfaitement, que nous partageons les mêmes valeurs, que nous nous respectons mutuellement. Marguerite était bouleversée. Cette proposition, elle ne l'avait jamais envisagée, même dans ses rêves les plus fous. Épouser Philippe de la Croix, l'un des hommes les plus riches de France, elle, une ancienne femme de ménage devenue directrice d'école. Philippe, commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Je ne vous demande pas de répondre tout de suite, dit-il en voyant son trouble. Prenez le temps de réfléchir. Mais sachez que cette demande vient du plus profond de mon cœur. Je vous aime, Marguerite. Pas seulement pour ce que vous avez apporté à ma vie, mais pour ce que vous êtes. Une femme extraordinaire, courageuse, généreuse, intelligente. Marguerite sentit les larmes couler sur ses joues. Depuis la mort de son mari, elle n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait aimer à nouveau, qu'un homme pourrait l'aimer pour ce qu'elle était vraiment. « Et les enfants » demanda-t-elle. « Lucas et Emma, ils feront partie de notre famille, naturellement, » répondit Philippe sans hésiter. « Je les aime déjà comme mes propres enfants. Et qui sait, peut-être qu'un jour, mes enfants à moi apprendront à vous connaître et vous aimeront autant que je vous aime. » Cette perspective émut encore plus Marguerite. L'idée de reformer une vraie famille, de donner à ses enfants la stabilité et l'amour qu'ils méritaient, de partager sa vie avec un homme qu'elle respectait et admirait, tout cela lui semblait trop beau pour être vrai. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « C'est tellement inattendu. »« Bien sûr, » sourit Philippe. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. Mon amour n'est pas pressé. Que pensez-vous de cette demande en mariage inattendue? Marguerite devrait-elle accepter? Laissez vos impressions en commentaire. » Les semaines qui suivirent furent une période d'intense réflexion pour Marguerite. Elle analysa ses sentiments, ses peurs, ses espoirs. Elle parla longuement avec ses enfants, qui furent surpris mais enchantés par cette perspective. « Maman, » dit Lucas, « Philippe est l'homme le plus honnête et le plus généreux que je connaisse. S'il t'aime, et si tu l'aimes, alors fonce. Tu as le droit d'être heureuse. Et puis, » ajouta Emma avec sa logique d'enfant, « on sera vraiment une famille tous ensemble. On pourra avoir des vrais repas de famille tous les soirs. » Marguerite réalisa progressivement que ses sentiments pour Philippe avaient évolué sans qu'elle s'en aperçoive. L'admiration et la gratitude s'étaient muées en affection profonde, puis en amour véritable. Elle aimait sa générosité, son intelligence, sa capacité à se remettre en question. Elle aimait les conversations qu'ils partageaient, la complicité qui s'était installée entre eux, la façon dont il regardait ses enfants avec tendresse. Mais elle avait aussi des craintes légitimes. Que diraient les gens? Que penseraient les parents d'élèves de l'école? Et surtout, était-elle vraiment prête à entrer dans le monde de Philippe, avec ses codes, ses obligations sociales, ses responsabilités? Un soir, elle prit sa décision. Elle demanda à Philippe de la rejoindre dans le petit salon de l'école, après les cours. Quand il arriva, elle était assise derrière le bureau qu'il lui avait offert pour son premier jour de directrice. « Philippe, » dit-elle en se levant à son entrée, « j'ai réfléchi à votre proposition. » Le cœur de Philippe se mit à battre plus fort. Il lut dans les yeux de Marguerite une détermination qui pouvait présager le meilleur comme le pire. « Et » demanda-t-il simplement. Marguerite sourit et ce sourire illumina son visage. « J'accepte, à condition que vous acceptiez vous aussi quelque chose. Tout ce que vous voudrez, dit Philippe soulagé et heureux. Je veux que notre mariage soit simple, sans faste excessif. Je veux que nous restions ce que nous sommes, des gens simples qui s'aiment sincèrement. Et je veux que vous me promettiez que jamais vous ne me traiterez différemment de ce que je suis vraiment. » Philippe s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. « Je vous le promets. Et moi, j'ai aussi une condition. »« Laquelle ?» demanda Marguerite surprise. « Que vous m'aimiez pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Que vous continuiez à me dire mes 4 vérités quand j'en ai besoin, comme vous l'avez toujours fait. » Marguerite éclata de rire. « Ça, je peux vous le garantir. » Ils s'embrassèrent tendrement, scellant ainsi une union qui avait commencé par un test d'honnêteté et qui se transformait en une histoire d'amour authentique. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, dans l'intimité, en présence de Lucas, Emma, et des quelques amis proches de Philippe et Marguerite. Claire Moreau était témoin de Marguerite et Marcel Fontaine, l'associé de Philippe qui lui avait involontairement donné l'idée du test du coffre-fort, était témoin du marié. La cérémonie se déroula dans le jardin de la maison de Philippe, leur maison désormais, sous un magnifique cerisier en fleurs. Marguerite portait une robe simple mais élégante.
Philippe un costume sobre. Lucas avait tenu à faire un discours qui émut toute l'assemblée. « Philippe, dit-il, quand vous avez rencontré maman, vous étiez un homme seul dans une grande maison. Maman était une femme seule avec ses 2 enfants. Aujourd'hui, vous formez une vraie famille, unie par l'amour et le respect mutuel. Merci de nous avoir donné la chance de vous connaître et merci d'aimer notre maman comme elle le mérite. » Emma, elle, offrit à Philippe un dessin qu'elle avait réalisé spécialement pour l'occasion. Un portrait de leur nouvelle famille, avec Philippe, Marguerite, Lucas et elle-même, tous souriants dans le jardin de la maison. Au bas du dessin, elle avait écrit de son écriture appliquée « Notre famille pour toujours ». Après la cérémonie, tandis que les invités se dispersaient dans le jardin pour le cocktail, Philippe et Marguerite se retrouvèrent seuls quelques instants près du cerisier. « Regret ?» demanda Philippe en regardant sa nouvelle épouse. « Aucun », répondit Marguerite en serrant sa main. « Et vous ? Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir attendu si longtemps pour vous dire que je vous aimais. » Marguerite sourit. « Vous savez, parfois je repense à ce fameux test du coffre-fort. Si j'avais pris cet argent, vous ne l'auriez jamais pris, » l'interrompit Philippe. « C'est exactement pour ça que je vous ai aimé dès le premier jour, même si je ne le savais pas encore. » 3 ans plus tard, l'école Marguerite Dubois était devenue une référence dans le monde de l'éducation. Ses méthodes pédagogiques innovantes étaient étudiées dans d'autres établissements, et Marguerite était régulièrement invitée à des conférences pour partager son expérience. Lucas avait brillamment réussi ses études d'ingénieur et travaillait maintenant pour une entreprise aérospatiale de pointe. Emma, devenue une adolescente talentueuse, préparait son entrée aux Beaux-Arts, tout en continuant ses études générales. Philippe avait vendu une partie de ses affaires pour se consacrer davantage à sa fondation et à sa famille. Il avait également renoué des liens plus étroits avec ses propres enfants, Thomas et Marie, qui avaient fini par accepter Marguerite et apprécier la sérénité qu'elle apportait à leur père. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble dans la cuisine, cette même cuisine où Marguerite avait préparé ses premiers cafés pour Philippe, ce dernier regarda sa femme avec tendresse. « Savez-vous que demain cela fera exactement 5 ans que vous avez trouvé mon coffre-fort ouvert ?» dit-il. Marguerite leva les yeux de son journal. « Déjà ? Le temps passe si vite !»« J'ai une confession à vous faire, » continua Philippe avec un sourire malicieux. « Hier, j'ai oublié de fermer le coffre de mon bureau. » Marguerite le regarda avec surprise puis éclata de rire. « Vraiment ? Et qu'est-ce qu'il y a dedans ?»« Une surprise pour notre 5e anniversaire de rencontre. Mais cette fois, c'est un oubli authentique, je vous le jure. » Marguerite secoua la tête en souriant. « Après tout ce temps, vous me faites encore des surprises. J'espère bien, et j'espère en avoir encore beaucoup d'autres à vous faire. » Plus tard dans la journée, quand Marguerite monta dans le bureau pour son ménage hebdomadaire, une habitude qu'elle avait gardée par plaisir plus que par nécessité, elle trouva effectivement le coffre entrouvert. À l'intérieur, il y avait une petite boîte écrin contenant un magnifique pendentif en forme de cœur et un mot de Philippe. « Pour la femme qui a ouvert mon cœur avant que j'ouvre mon coffre-fort, avec tout mon amour, PS. » Cette fois, c'était vraiment un oubli. Marguerite sourit en lisant ce message. Elle pensa au chemin parcouru depuis ce fameux matin où elle avait découvert ce coffre pour la première fois. Jamais elle n'aurait imaginé que ce test d'honnêteté l'amènerait vers le grand amour de sa vie. En refermant délicatement le coffre, par habitude, elle se dit que parfois, les plus beaux cadeaux de la vie se cachent derrière les épreuves les plus inattendues. Il suffit parfois de rester fidèle à ses valeurs pour que la vie vous offre bien plus que ce que vous n'osiez espérer. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié cette belle histoire d'amour et de rédemption. Et dites-moi en commentaire, quelle a été votre partie préférée? Aurez-vous agi comme Marguerite face au coffre-fort ouvert?